Une fois que l'Ukraine commencera à s'effondrer sur les lignes de front, ils intensifieront simultanément la pression dans d'autres domaines. Ce serait pour anéantir l'économie, peut-être s'en prendre à la direction politique. Ce n'est encore qu'une théorie. Mais voyez-vous cela comme le but final des Russes, plutôt que d'essayer d'éliminer la direction politique, alors que l'armée ukrainienne tient encore bon, parce qu'ils pourraient alors simplement être remplacés. Sont-ils en train de tout démolir avant de s'attaquer à tout en même temps? Désolé, ça fait beaucoup de questions. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Juste avant que tu ne lances la déclaration à propos de Tishko, c'est exactement ce que j'allais dire. C'était dramatique. Et ce qui le rendait dramatique, c'est précisément la raison pour laquelle il ne devrait pas le faire. Parce que dans une ville comme Kiev, avec beaucoup d'immeubles de grande hauteur, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Les gens veulent se montrer larmoyants à ce sujet. Ils disent « Oh, c'est en plein hiver, ils coupent tout. » Mais attends une minute, en plein été, c'est pas beaucoup mieux si tu vis au 20e étage d'un immeuble et qu'il n'y a pas d'électricité. Tu peux pas y accéder. Donc, le fait est qu'ils rendent la ville inhabitable, ce qui est leur intention. Veulent-ils sauver des vies ainsi, pour évacuer les habitants avant une attaque de nivellement? Je ne le pense pas. Ce que les Russes disent depuis un certain temps, cela remonte à plus d'1 an, c'est que lorsqu'ils parlaient de se venger des attaques contre les oblasts voisins à l'est de Kharkiv, qui étaient approvisionnés depuis Kharkiv, ils affirmaient que la Russie devait raser Kharkiv. Et pour cela, on donne un préavis de 3 jours. Tout le monde doit partir, car la ville va être détruite. Ainsi, en revenant à leurs rêves les plus destructeurs, les patriotes russes n'avaient pas l'intention de tuer des millions de personnes. Leur intention était de donner un avertissement. Et comme on le voit, je pense qu'il est assez probable que Poutine ait averti Zelensky avant de tirer les Iskander. Et je dis au pluriel car on ne sait pas s'il s'agissait d'un ou de plusieurs, et avant les autres attaques massives qui ont eu lieu hier. Ils peuvent donner cet avertissement parce qu'ils sont convaincus qu'il n'existe rien capable d'arrêter leurs missiles, qu'ils soient de croisière ou balistiques, en particulier les hypersoniques. Je pense donc que la FAA serait très heureuse d'envoyer encore 10 millions d'Ukrainiens en fuite vers l'Allemagne, afin de rendre le système d'aide si intenable en Europe centrale qu'il faudrait bien négocier avec la Russie. Je crois que cela fait clairement partie de leur plan. Raser des villes pour le simple plaisir de les raser, je ne pense pas que ce soit leur intention. Mais effrayer la population et la pousser à quitter le pays, oui, je le pense. Cela détruit l'économie et cela détruit l'Europe. L'Europe n'a pas la capacité d'accueillir 10 millions d'Ukrainiens supplémentaires et cela briserait tout simplement l'Europe, les services sociaux et les services médicaux, de voir tous ces innombrables Ukrainiens arriver à nos portes. Oui, les Russes deviennent très destructeurs. Ils sont entrés dans la boutique de porcelaine et ont tout renversé. Cela faisait longtemps que cela se préparait. Et c'est simplement surprenant que, je pense que ce que toi et moi avons appelé la dissuasion, nous assistions maintenant à la renaissance de la dissuasion russe. Car les moyens existaient, ou étaient incertains, et cette incertitude était justifiée quant à savoir s'il y avait la volonté d'utiliser ces moyens. Et ce que nous voyons maintenant, à travers plusieurs actions, tant l'Urechnik a confirmé que cela s'est produit, que la saisie des navires dont nous attendons encore de vérifier la description, c'est que les Russes montrent clairement qu'ils ont la volonté d'affronter les États continentaux de l'Ouest. Eh bien, je le dis depuis des mois. Nous assistons maintenant à la fin de la guerre.
Et comme dans d'autres guerres, les pires dévastations surviennent à la phase finale. On l'a vu aussi avec les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est à ce moment-là que la grande majorité des pertes militaires se produisent, lorsque l'armée s'effondre. C'est aussi le moment où les civils deviennent plus exposés et où les gens commencent à fuir leur foyer. C'est tellement prévisible qu'une tragédie massive est sur le point de se produire si nous ne commençons pas à négocier de bonne foi avec les Russes. Et cela signifie ne pas faire ce qu'ils ont fait à Paris, dire qu'on peut envoyer des troupes après la guerre et installer des infrastructures militaires. C'est précisément pour cela que les Russes ont envahi, pour empêcher l'OTAN de s'enraciner en Ukraine. Et maintenant, d'une certaine manière, dans la défaite, notre exigence serait que l'OTAN s'enracine en Ukraine. Ça n'a aucun sens. Et vous savez, je répète cela depuis longtemps, que cette horreur allait bientôt se produire. Et on m'a toujours dit, c'est de la propagande russe, l'Ukraine est en train de gagner. Mais sûrement, nos dirigeants politiques, malgré leur incompétence et leur immoralité, doivent tout de même voir ce qui est sur le point d'arriver. Car malgré tout ce discours sur le fait de soutenir l'Ukraine, il doit bien y avoir, sous tous ces efforts, pour instrumentaliser une fausse empathie, une certaine reconnaissance, que ne serait-ce que par pur intérêt personnel, des millions d'Ukrainiens fuyant vers l'Europe, au moment même où nous voudrions commencer à les renvoyer, ne servent pas leurs intérêts. Ce n'est pas non plus dans notre intérêt, c'est dans celui de l'Europe. Je veux dire, tout cela n'a aucun sens pour moi. Oui, cela m'amène à ma dernière question cependant. S'il y a un effort pour mettre fin à cette guerre, on n'a pas vraiment l'impression qu'elle se termine. Parce que, soyons honnêtes, ce n'est pas comme si un pays européen allait faire la paix avec la Russie et dire « D'accord, nous n'allons pas étendre l'OTAN. Nous allons trouver un accord sur une architecture commune de sécurité européenne. » Au lieu de cela, on dirait que nous entrons dans une autre phase. Je ne suis pas sûr que nous allions soutenir une forme de guérilla ou quoi que ce soit d'autre qu'ils pourraient faire. Mais voyez-vous une fin à cette guerre? Ou bien sommes-nous simplement en train de créer une nouvelle phase et à quoi cela ressemblerait-il réellement? Encore une fois, il faut distinguer entre ce qui peut arriver ou ce qui est probable et ce que j'aimerais voir arriver. Ce sont deux choses différentes, très différentes. Je pense que le scénario le plus probable sera un conflit gelé, mais pas du tout le genre de conflit gelé que l'Occident décrivait il y a 1 an et demi ou 2 ans, comme en Corée, avec des installations militaires occidentales pour défendre une Ukraine réduite. Non, ce sera un autre type de conflit gelé, très particulier, dans lequel la Russie prendra tout le territoire ukrainien à l'est du Dniepr, s'emparera d'Odessa, privera l'Ukraine d'accès à la mer et fera clairement comprendre à tout le monde qu'elle détruira toute infrastructure ou tout personnel militaire occidental tentant d'entrer pour soutenir l'Ukraine. L'Ukraine devra être exempte de toute présence militaire étrangère. Ou bien la Russie s'en servirait comme justification. Je pense donc que, dans ces circonstances, une Ukraine résiduelle, économiquement stable, mais très désavantagée, ayant essentiellement perdu son industrie manufacturière et une bonne partie de sa terre noire, car la terre noire ne se trouve pas seulement à l'ouest de l'Ukraine, sera laissée à elle-même. L'Empire est à peine présent dans le Kherson et les autres oblasts de la Novorossia. Cette Ukraine, plutôt pauvre et dégradée, sera livrée à son sort. Elle ne sera pas admise à l'OTAN, ni à l'Union européenne. Il est évident qu'elle n'entrera pas dans l'OTAN, mais pas non plus dans l'UM, malgré toutes les promesses d'Ursula von der Leyen, car elle sera tout simplement trop pauvre et nécessiterait des centaines de milliards d'euros d'investissement pour que les 27 nations y consentent. Personne n'a cet argent ni ne veut le dépenser, car tous sont trop occupés à se remilitariser. Par conséquent,
Ce sera un pays très triste, ce qu'il restera de l'Ukraine une fois tout ça terminé. Oui, eh bien, cela ajoute tout de même à l'absence de logique. Si tu sais qu'ils vont perdre beaucoup de territoire, c'est à ce moment-là qu'il faut y mettre fin. Je veux dire, en 2019, comme tu le sais, la Rand Corporation a publié un rapport sur la manière d'exploiter les faiblesses de la Russie. Et il identifiait à peu près tous les pays le long de la frontière russe qui devraient être déstabilisés. Et c'est le groupe de réflexion des agences de renseignement. Mais la logique principale était que nous devrions envoyer des armes à l'Ukraine et menacer d'une expansion de l'OTAN, car cela renforcerait l'engagement de la Russie dans le Donbass. De cette façon, nous pourrions lentement saigner les Russes, du moins épuiser leurs ressources. Mais malgré tout, ce rapport présentait en substance le contre-argument, en disant que si cela tournait à une guerre totale et que les Russes commençaient à prendre des territoires stratégiques, alors la guerre ne nous serait plus bénéfique. Donc, traduit dans le contexte des 4 dernières années de guerre par procuration. Pour l'OTAN, il semble idéal que les Russes et les Ukrainiens se battent entre eux. Si les lignes de front restent stables et qu'ils s'entretuent en grand nombre pendant que les Russes s'épuisent en ressources, cela serait considéré comme une bonne guerre. Mais dès que les Russes commencent à gagner, que les pertes deviennent massivement ukrainiennes et qu'ils commencent à perdre du territoire, alors, pour l'OTAN, cela devient une mauvaise guerre. Pourtant, croyez-moi, je ne comprends toujours pas pourquoi nous continuons à faire cela. Je veux dire, c'est le moment où l'on devrait compter ses pertes et y mettre fin. Mais il ne semble y avoir aucun appétit pour cela. Y mettre fin signifierait que ceux qui ont investi tout leur capital politique dans sa poursuite seraient contraints de quitter leurs fonctions. Et je pense qu'il existe une grande contradiction entre l'intérêt national et l'intérêt personnel des dirigeants dans au moins 25 des 27 États membres de l'Union européenne. Ils y participent pour la même raison que Netanyahou poursuit la guerre, parce qu'au moment où il l'arrêterait, il irait en prison. Pour la même raison que Zelensky continue la guerre, malgré les pertes humaines massives parmi ses soldats. Dès qu'il mettra fin à la guerre, il y aura des élections, il sera évincé du pouvoir ou simplement assassiné. C'est donc regrettable. Cette profonde corruption dans ces sociétés, où il existe une contradiction entre les intérêts personnels des dirigeants et les intérêts nationaux des peuples qui les ont portés au pouvoir. Ce n'est jamais une bonne chose. Enfin, pas quand on obtient des politiques rationnelles, en tout cas. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ce sont vraiment des temps fous. Si tout cela s'était produit pendant la guerre froide, cela aurait dominé les pages des livres d'histoire. Mais aujourd'hui, cela semble être devenu presque une occurrence quotidienne, ce genre d'escalade imprudente. Merci encore et passez un excellent week-end. Non, c'est le Royaume-Uni.